Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la dernière de l'année de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. La cécité des rivières bientôt vaincue au Cameroun et c'est grâce aussi à l'apport scientifique africain. On est en bonne voie. Je pense que le Cameroun peut atteindre ses objectifs, je crois, en 2025 pour l'éradication de l'onchocercose. Fini la corvée d'eau, c'est pour bientôt en Afrique de l'Ouest avec le soutien de la Banque européenne d'investissement. Pour avoir de l'eau, c'était le calvaire. Parce que pratiquement plus que la plupart des femmes restent jusqu'à 2 h du matin pour attendre. À 2 h du matin, il y a quelques gouttes d'eau. Comment trouver des fonds pour financer un projet ou pour développer une entreprise? Réponse dans la 5e partie de notre série. Le droit des affaires, c'est votre affaire. Nous aurons beaucoup plus d'exigences avec un projet d'entreprise qu'avec une entreprise qui existe déjà. L'onchocercose, aussi connue sous le nom de cécité des rivières, est en voie d'élimination au Cameroun. Mectisant, le traitement contre la maladie a fini par porter ses fruits. Mais pour en arriver là, il a fallu la contribution de la recherche au niveau local, l'engagement des pouvoirs publics et surtout une découverte extraordinaire. Les secrets d'une lutte à succès au Cameroun contre une maladie qui a longtemps constitué un frein au développement. C'est un reportage signé Aboubakar Sidik Mounchili, notre correspondant sur place. Inscrit au Cameroun comme problème national de santé publique, l'onchocercose, encore appelée cécité des rivières, est en phase d'élimination dans le pays. L'onchocercose, c'est une infection oculaire, une parasitose due à un ver et transmise par la piqûre d'une mouche simulée. Il y a très peu de zones où on constate l'existence, particulièrement dans les zones du centre et dans les zones du littoral, où les évaluations épidémiques qui ont été faites ont montré des prévalences qui restaient encore quelque peu élevées. Des prévalences un tout petit peu élevées qui restent, tout comme il reste encore aujourd'hui au Cameroun, de l'onchocercose le souvenir d'un passé douloureux, d'une maladie qui a fait des ravages et décimé les populations. Il y avait de la souffrance avec l'onchocercose dans les foyers endémiques. J'ai vu nos compatriotes à Bafia, à Bayomène, à Kiki, à Guéboba, à Esséré, souffrir de l'onchocercose. On voyait des jeunes filles dont la peau était complètement détruite par l'onchocercose, des jeunes hommes défigurés par l'onchocercose avec des jambes qui présentaient ce qu'on appelle dans le jargon la peau de léopard. On avait beaucoup d'aveugles dans le Mbam du fait de l'onchocercose. Il y avait dans chaque famille au moins 2-3 enfants épileptiques du fait de l'onchocercose. Et les dernières évaluations que nous faisons dans ce foyer, nous voyons que les enfants aujourd'hui n'entendent parler de l'onchocercose que de façon historique. Sur moi, j'avais des boules qui sortaient sur mon corps. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai montré au médecin en chef. Et de surcroît, c'était l'onchocercose. J'ai été opéré. Je peux bien vous montrer des cicatrices sur moi. Après les expériences de longues années de lagage par voie aérienne, de l'insecticide le long des cours d'eau et des rivières dans les zones endémiques pour tuer les agents responsables de la pathologie, la lutte sur le terrain s'est vue révolutionnaire avec l'arrivée du traitement à l'échelle communautaire à base de l'ivermectine. Cette nouvelle démarche, moins coûteuse que la première, mise en œuvre à travers de nombreux projets initiés, s'appuie depuis plusieurs années au Cameroun dans le cadre du programme africain de lutte contre l'onchocercose sur la détermination des pouvoirs publics et une chaîne d'acteurs bien engagés. Et nous, on a la chance du Cameroun qu'on a eu un accompagnement des ONGD. Nous en avons au moins 4 actuellement au Cameroun. On avait 5, il y avait Carter Center, il y a HKI, il y a Perspective, il y a IEF et il y a Science Surveillance. Bon. Ces ONGD nous accompagnent et puis nous avons un donateur MDP qui est aux États-Unis qui nous donne le médicament gratuitement près pour 20 milliards de francs. L'ivermectine, connue sous le nom de Mectisane, en prise orale unique, distribuée gratuitement, est efficace. Mais dans certaines zones dans le pays, chez certains patients, la prise de ce médicament se révélait plutôt dramatique. On a eu des patients qui ont eu de
céphalées sévères, des maux de tête très sévères, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires très sévères qui pouvaient clouer le malade au lit pendant une semaine, voire plus, et dont le malade est immobilisé. Et on a même décrit des cas de coma après le traitement. Or, on ne savait pas pourquoi est-ce que certains patients réagissaient de cette façon. C'est ce qui a mené ce chercheur camerounais et son équipe du Centre africain de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales à mener de nombreux travaux de recherche. Les résultats ont montré que le traitement contre la cécité des rivières n'avait pour ces patients aucune chance d'aboutir en raison de la présence du loa-loa ouvert de l'œil africain. Cette filariose distingue quand elle affecte un malade de la cécité des rivières, rend l'ivermectine ou mectisane impossible à administrer sous peine de sérieux effets secondaires et pourrait même faire courir un danger de mort aux porteurs de deux filarioses. Après que nous ayons découvert que ces effets indésirables étaient dus à cette filaire loa-loa, il était maintenant question de savoir comment faire pour prévenir ces effets indésirables. Alors on a essayé d'autres médicaments pour voir si ces médicaments pouvaient soigner la loise et donc éviter la survenue des effets indésirables après le traitement par le mectisant, mais aucun médicament n'a véritablement marché sur la loise. Jusqu'au moment où nous avons pensé qu'on pouvait tester les gens pour la loise, de façon à identifier les personnes qui ont de fortes charges de loise et de les soustraire du traitement par le mectisant pour traiter le reste de la population en toute sécurité sans risque d'effet indésirable. Le loascope, un microscope miniaturisé, couplé avec le téléphone mis au point, permet en 3 minutes de déterminer la charge parasitaire de l'oie-loie. Avec cet appareil, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été testées et puis traitées par la suite dans de nombreux districts de santé au Cameroun. Cette nouvelle stratégie se présente non seulement comme une arme efficace, mais précieuse pour rassurer les populations et dissuader ceux qui développent la peur face à la prise du mectisane. On est en bonne voie. On est en bonne voie. Je pense que le Cameroun peut atteindre ses objectifs, je crois, en 2025 pour l'éradication de l'onchocercose. Nous sommes en bonne voie. Et nous continuons à sensibiliser nos populations pour qu'elles adhèrent effectivement à cet idéal-là, à travers nos communautés, et nos mairies et tous les leaders que nous avons. La loise, présente au Cameroun dans les zones endémiques de l'onchocercose, l'est aussi dans certains pays de la sous-région Afrique centrale et même de l'Afrique de l'Ouest, d'après le Centre africain de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales. Le professeur Joseph Camignon compte avec le concours de nombreux partenaires engagés dans la lutte contre l'onchocercose sur le continent africain, partager cette expérience qui a marché au Cameroun avec les autres pays. En 2019, l'OMS a estimé la prévalence des infections à Onchocerca volvulus dans le monde à 20 millions de cas, avec plus de 99% des sujets infectés vivant dans 31 pays africains. La Côte d'Ivoire va lancer dès avril sa campagne de vaccination contre la Covid-19 en ciblant 20% de sa population. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies espèrent que 60% des Africains seront vaccinés dans les 2 à 3 prochaines années. Alors que le continent a enregistré pour le moment 2,2 millions d'infections, le principal obstacle à l'arrivée des vaccins est la logistique, notamment la conservation des vaccins à température réfrigérée. Mauvaise nouvelle pour les producteurs de pétrole du continent. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de carburant ne connaîtra pas de hausse significative avant le second semestre de l'année prochaine. Et cela en dépit d'une demande encore robuste en Asie. Selon les projections, la demande de pétrole serait réduite d'environ 1,2 million de barils par jour pour ce trimestre et la découverte d'un vaccin contre la Covid n'aurait pas un effet stimulant immédiat. Accès à l'eau et à l'assainissement, ce sont toujours des priorités pour de nombreux Africains, même s'il reste encore à faire. De nombreux partenaires ont soutenu et financé un ensemble de projets qui changent la donne. La Banque européenne d'investissement fait partie de ces organisations qui œuvrent en Afrique de l'Ouest pour encourager le développement des infrastructures. Regardez. L'eau coule au robinet au domicile des Diop. La maîtresse des lieux peut pousser un ouf de soulagement. Les corvées d'eau relèvent désormais des mauvais souvenirs et c'est toute la famille qui s'en réjouit. Bon, pour avoir de l'eau, c'était le calvaire.
Parce que pratiquement plus que la plupart des femmes restent jusqu'à 2 h du matin pour attendre. À 2 h du matin, il y a quelques gouttes d'eau. Plus à l'est, à l'intérieur du Sénégal, la situation n'était guère meilleure à Thiès. Mais depuis les réalisations du PEPAM, le programme d'eau et d'assainissement du millénaire ont permis d'élargir l'offre d'eau potable aux populations. Au chargé de charretier qui nous amène de l'eau, bon, par exemple, le baril, ça coûtait à peu près au moins 700-800 francs par baril. On l'achetait. Donc, il y a des maisons qui utilisent à peu près au moins 3 ou 4 barils par jour. Vous vous rendez compte? 3 barils de 700 francs, au moins ça fait 2000 et quelques, 2100 francs à peu près, au moins qu'on utilise chaque jour pour avoir quand même une satisfaction en matière d'eau. Mais maintenant, quand même, alhamdulillah, les gens quand même commencent à se soulager. À 1000 lieues de là, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou n'est pas bien lotie dans un pays enclavé au cœur de l'Afrique occidentale. Les quartiers périphériques, les fameux quartiers non lotis, sont restés pendant longtemps des exclus du réseau public d'eau potable. Sana Kaboré se rappelle du problème quand chaque matin il devait faire tourner sa petite entreprise de confection de briques qui approvisionne les chantiers de construction. Où trouver l'eau? Question résolue aujourd'hui avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, qui a réalisé 32 000 branchements sociaux dans les quartiers périphériques. Une bonne affaire aussi pour le promoteur de Kassalia Service. Avant, on n'avait pas l'eau pour travailler. Et on cherchait de l'eau de gauche à droite avec les taxis motos, les charrettes. On payait le fût à 750. Mais depuis que l'ONEA est arrivé, ils ont mis les bonnes fontaines de gauche à droite. Et on a l'eau maintenant, on travaille très bien. Bon, par jour, moi je peux utiliser 10 barriques d'eau. Et c'est vous voyez. Chez moi même à la maison, je suis à Zongo. Chez moi à la maison, j'ai eu le robinet. Mais avant, c'était difficile. Parce que madame se levait à 3 h du matin, à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau. Réduire de moitié la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable, c'était là l'un des grands défis du millénaire. Alors que les OMD arrivent à leur terme, les avancées sont appréciables. Le Sénégal a atteint largement, d'ailleurs, les objectifs du millénaire avec un taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain de 100% à Dakar et de 91% dans les régions de l'intérieur. Pour atteindre ces résultats, le pays a bénéficié d'un crédit à faible taux d'intérêt auprès de la Banque européenne d'investissement qui a permis d'augmenter de 40 000 m3 le volume d'eau servi aux populations et de construire un château d'eau d'une plus grande capacité de stockage avec une hauteur plus élevée pour pouvoir livrer toutes les zones qui étaient plus ou moins déficitaires jusque-là. Nous avons pu réaliser 721 km de réseau d'eau potable. 721 km, ce qui est un record. Ce qui a permis également, ce qui a permis 48 000 branchements sociaux en faveur de plus de 500 000 personnes. À Ouagadougou, la bataille pour l'eau potable se concentre sur Ziga, un projet qui a vocation à assurer l'approvisionnement en eau potable des populations de la capitale burkinabé, une métropole de plus de 3 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre avec une poussée de quartiers sans eau potable. Ici aussi, l'ONEA a bénéficié du soutien de la BEI qui a mobilisé 18 millions d'euros pour financer les différents investissements. C'est un partenariat vraiment très riche en ce sens que ça nous a vraiment permis d'améliorer et de booster même, j'allais dire, l'accès à l'eau potable des populations, d'assurer la continuité du service à travers donc les différentes stations de traitement et les châteaux d'eau et les réseaux de distribution. En tout cas, c'est un partenariat exemplaire pour nous et qui mérite en tout cas d'être renforcé. Malgré les investissements, la crise d'eau reste persistante, surtout par temps de sécheresse, avec les pénuries d'eau qui s'installent. Une autre bataille est encore engagée, la construction d'une grande station de traitement des eaux qui pourrait aider à améliorer les services d'eau aux populations. À Ouagadougou comme à Dakar, les défis demeurent. Nous investissons dans la région depuis 50 ans et nous allons continuer à faire partie de la réponse européenne
pour relever le défi des objectifs de développement durable après 2015. Au total, la BEI a décaissé 18 milliards d'euros pour financer plus de 1300 projets, parmi lesquels l'approvisionnement en eau potable tient une bonne place. Mais les efforts de l'ensemble des bailleurs de fonds devront se poursuivre encore plusieurs années pour atteindre l'objectif de l'eau potable pour tous, avec pourquoi pas des formules innovantes dans lesquelles le secteur privé pourrait avoir sa place. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. En cette fin d'année, la question de l'alimentation des millions d'Africains se pose avec insistance. L'Association des fermiers du Nigeria a averti que les stocks ont décliné à 30 000 tonnes. Ce n'est qu'une portion de ce que nécessite la population du pays pour se nourrir. Les récentes attaques islamistes contre des cultivateurs de riz dans l'état de Bornéo ainsi que des activités de banditisme contribuent à tenir les agriculteurs à l'écart de leurs champs. La situation est similaire au Burkina Faso. Le Programme alimentaire mondial avertit que 7 millions de personnes risquent la famine au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et pendant ce temps, c'est bien sûr la période où le chocolat est à l'honneur dans de nombreux pays pour les fêtes de fin d'année. Un moment festif, mais aussi un très gros enjeu commercial pour les producteurs africains de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont très mal pris la décision de l'acheteur américain Hershey de s'approvisionner sur le marché à terme américain pour éviter de payer le différentiel de revenus décent. Le conflit qui a fait bondir les cours est aujourd'hui résolu avec l'engagement de Hershey de s'acquitter de cette prime de 400 $ la tonne. Les Africains qui ont marqué 2020 sont distingués dans le classement annuel de 100 personnalités publié par New African. Il fait la part belle aux scientifiques et épidémiologistes qui se sont battus contre la propagation du Covid sur le continent. Le Sénégalais Amadou Sall de l'Institut Pasteur à Dakar et Monsef Slaoui, le chercheur marocain, figurent en bonne place. Mais la créativité et les artistes n'ont pas été oubliés. Les pays anglophones dominent toujours la liste, le Cameroun avec 6 personnalités et le pays francophone le plus représenté. Le crédit est indispensable aux entreprises, il permet d'exécuter un marché et de développer son affaire. Mais comment convaincre son banquier ou un investisseur qui recherche un retour sur son apport? Quels sont les risques auxquels s'expose un mauvais payeur? Moi et ma banque, c'est le thème de la séquence « Le droit des affaires ». C'est votre affaire. Dur d'obtenir un crédit quand on est une entreprise qui débute. Depuis que M. Dagri a décidé de commercialiser son moulin d'Agris, il monte des dossiers pour obtenir un crédit. Il réalise des études de marché et élabore des business plans. Mais jusque-là, aucun partenaire ne se décide à mettre la main à la poche pour une production en série de son projet de moulin. Ça fait plus de 10 ans que cette broyeuse est là, mais le manque de moyens pour pouvoir l'industrialiser fait que ça piétine encore. Dernièrement, j'ai pris la révolte. C'est pas possible qu'un outil comme ça meure dans ma main. Mais la banque, si je veux tout voir un monsieur, il me dit « Monsieur, il faut que vous nous garantissez telle chose, il faut que vous nous garantissez telle chose que je n'ai pas. » Toutes les entreprises qui débutent connaissent ce genre de problème. Sans grande expérience, sans patrimoine et sans garantie, les projets d'entreprise apparaissent comme un grand risque aux yeux du banquier qui suit une logique implacable. Ne pas prendre un risque qui pourrait lui faire perdre de l'argent. Un entrepreneur qui veut se lancer, d'expérience, on est amené à constater que 80 à 90% de ces projets capotent. Nous aurons beaucoup plus d'exigences avec un projet d'entreprise qu'avec une entreprise qui existe déjà. Les banques n'apprécient pas les projets par rapport à la capacité de réalisation de l'entrepreneur, mais beaucoup plus par rapport à je dirais, des gages, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Hein, c'est vraiment des prêts à gages. La valeur du projet elle-même, la capacité de l'entrepreneur passe vraiment au second plan, alors que pour nous pensons que c'est la première ressource qui garantit le succès d'un projet. C'est donc un grand défi que d'être une jeune entreprise qui se lance. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Un projet bien calé peut convaincre et avoir l'appui des banques et des institutions financières, sous certaines conditions. La garantie, c'est un accessoire à un dossier. Le dossier doit mettre en évidence qu'il s'agit
d'une opération qui est bancable, à savoir une opération dans laquelle on est susceptible d'assurer le remboursement. Mais ce n'est pas parce qu'on apporte des garanties que l'on va forcément obtenir un crédit. Une fois le dossier jugé bancable, c'est le sésame pour le lancement de l'activité. Mais l'opérateur ne doit pas se contenter d'avoir son prêt. Encore faut-il ne pas signer les clauses du prêt les yeux fermés dans l'enthousiasme de l'avoir obtenu. Il est très important de négocier les conditions du crédit. Oui, le taux d'intérêt se négocie, mais très peu de demandeurs de crédit le savent. En fin de compte, c'est la banque qui tente d'imposer le taux au prix fort. Finalement, vous vous retrouvez à des crédits, je dirais en moyenne, vous remboursez à 15-18%, entre 15 et 18%. Non, moi j'ai réussi à négocier dans les 15-16%, ce qui reste énorme. Ce qui reste énorme parce que les marges de la PME n'atteignent pas les 20%. Donc si vous financez à 15-16%, toute votre marge est mangée. Un autre challenge s'ouvre pour l'entrepreneur. Dès que la banque dépose l'argent sur son compte, il faut très vite lancer l'entreprise et générer des bénéfices qui serviront entre autres à rembourser le crédit en temps et en heure, car tout défaut de paiement entraîne des pénalités. Les règles sont claires. Vous ne remboursez pas, vous payez les intérêts de retard, vous ne remboursez pas, vous payez les pénalités de retard, qui parfois peuvent aller jusqu'au double des intérêts normaux. En cas de non-remboursement, les biens mis en gage, immeubles, terrains et autres, peuvent devenir propriété de la banque. Autrefois, il fallait une décision de justice avant que la garantie ne soit prise en compte. Avec le pacte commissoire introduit lors de la dernière réforme OHADA, plus besoin d'attendre ces décisions. Nous avons observé que, avant l'institutionnalisation du pacte commissoire, eh bien, la procédure de réalisation d'une hypothèque dans notre espace, eh bien, c'était périlleux, ça ne donnait rien, pour tout dire. Vous pouvez faire 10 ans de procédure sans jamais réussir à vendre le bien. Comment voulez-vous que les banquiers, sur la base d'une telle garantie, puissent vous apporter un appui? Ce n'est pas possible. Il est prévu que dans le cadre de la prise de garantie, dans un délai de 30 jours après une mise en demeure, la réalisation de la garantie peut être faite immédiatement. Il y a tout de même une condition à tout cela, c'est que, d'une part, il faut que la justice fonctionne correctement, il faut que l'indépendance de la justice soit assurée. Les difficultés peuvent aussi être liées à des accidents de parcours qui échappent au contrôle de l'entrepreneur. Pour ces cas de force majeure, la banque peut se montrer compréhensive, mais il faut savoir revenir vers elle pour poser le problème. Il y a une première nature de clients qui n'arrivent pas à honorer parce qu'ils vont avoir un changement de situation. Je pense par exemple à les particuliers qui se sont engagés en fonction de certains revenus. Il y a également les entreprises. Les entreprises où il peut y avoir des retours de situation, par exemple la baisse du prix du baril de pétrole, qui entraîne quand même des difficultés, parce que l'État a du mal à payer ce qu'il doit, et qui fait donc qu'on se retrouve avec des entreprises qui ont des difficultés à rembourser. On essaye de trouver une solution parce que c'est l'intérêt commun. La banque, c'est une affaire compliquée pour les PME, et encore plus pour les très petites entreprises. À défaut d'avoir la banque classique comme partenaire, il existe aujourd'hui d'autres alternatives. C'est le microcrédit, les fonds d'investissement, le fonds participatif qu'on appelle crowdfunding, qui permettent une plus grande inclusion financière et qui ouvrent largement les possibilités de crédit aux acteurs exclus du système bancaire traditionnel. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 540. Tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Qu'est-ce que l'onchocercose? Une fièvre, une infection oculaire, un médicament? Deuxième question.
Quelle décision la banque doit-elle attendre pour mettre les biens en gage en cas de non-remboursement d'un prêt d'entreprise dans l'espace OHADA? La décision de la police? La décision du juge? Aucune. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet www.africaonair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous! Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 540, le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 536. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. En Zambie, à combien est passée la production annuelle de manioc? Réponse, 4,7 millions de tonnes. Deuxième question. Quel est le chiffre du taux de fret en Afrique? Réponse, 12%. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous écouterons Ramtan Lamamra, le haut représentant de l'Union africaine. Il nous parlera de l'initiative phare de l'Union africaine, faire taire les armes. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com et tous nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous, bonne fête et à la semaine prochaine.